Est-ce que ce gouvernement penche effectivement à droite? On parle de Madame Vautrin, on parle de Madame Dati, on parle de beaucoup d'anciens sarkozystes qui sont présents dans cette équipe. Est-ce qu'effectivement, il penche plutôt à droite? Ce qui est intéressant, c'est de poser la question aux Français, déjà. Ouais. Effectivement, s'ils ont le sentiment que ce gouvernement penche plutôt à droite. Et la semaine dernière, alors évidemment, les choses bougent assez vite, et notamment avec les nombreux commentaires politiques qu'il y a pu y avoir depuis une semaine. Mais en tout cas, la semaine dernière, quand on demandait aux Français si Gabriel Attal était plutôt de droite ou plutôt de gauche, en fait, on se rendait compte que les gens ne savaient absolument pas le positionner sur l'échiquier politique. Il le situait plutôt au centre. C'est ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, sur sa cote de popularité. On voit... dans les différentes données que nous avons, notamment dans le baromètre Figaro Magazine, que c'est autant des gens de droite que de gauche qui l'apprécient et qui souhaitent qu'il qui apprécie Gabriel Attal. Qui apprécie Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'il a une certaine plasticité, je dirais, dans l'opinion, que ce soit auprès des sympathisants de gauche ou des sympathisants de droite. Donc, à savoir si au final ce gouvernement est de droite, je crois que ça va dépendre aussi surtout des projets et des différents dossiers qui seront menés. Voilà, des différents dossiers qui sont menés. Et je crois que c'est ce que les Français attendent notamment. C'est de savoir quelle va être un petit peu la ligne politique et les grands projets. Il y a notamment la question du pouvoir d'achat qui reste quand même la première préoccupation de loin. Des Français, de loin, de très loin. La deuxième, c'est la santé et ensuite la sécurité. Mais vous voyez, la première préoccupation, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Et là, en termes de politique à mener, que ce soit à gauche ou à droite, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et on va voir très vite, effectivement, si c'était plutôt un gouvernement de droite, de centre-droit ou autre. Karl, il y a quand même une chose qui est flagrante. Quand on regarde les noms, on a un peu l'impression parfois d'être en 2007, quoi. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup alors en plus, avec cette... je ne sais pas s'il faut appeler cette arrivée ou ce symbole que représente Rachida Dati, qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Il a fait l'ouverture jusqu'aux sarkozystes, qui était ce que réclamait Patrick Devedjian en n'est-ce vous vous souvenez, parce qu'il râlait qu'il y ait trop d'ouverture et qu'il n'y ait pas assez de sarkozystes. Non, pour répondre à votre question, oui, c'est un gouvernement de droite, mais ça n'est pas surprenant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes de gauche, politique de gauche, est-ce que vous allez dans ce gouvernement, ou est-ce que vous allez avec Emmanuel Macron après le vote de la loi immigration? Bien sûr que non. Et donc, la source de la gauche s'est tarie pour Emmanuel Macron. En revanche, la source des politiques de droite continue à l'alimenter, pour la raison d'ailleurs inverse. C'est parce qu'il y a eu ce projet de loi immigration, parce qu'il y a eu, je vais y revenir, ce qu'a fait Gabriel Attal sur l'éducation, et surtout, ça en dit aussi très long sur l'avenir des LR. C'est-à-dire que, en fait, ces personnalités qui soit sont restées, qui étaient parties depuis 2017 pour la plupart, soit arrivent aujourd'hui comme Rachida Dati, ça en dit long sur ce qu'elle estime être l'avenir politique des LR. En gros, si on quitte le navire pour aller voir Emmanuel Macron et pas rester chez LR, c'est qu'on n'imagine pas que les LR ont un grand avenir. Et alors, dernier élément, effectivement, si Gabriel Attal continue à Matignon ce qu'il a fait à l'éducation nationale, c'est encore plus un gouvernement qui va séduire l'électorat de droite. Parce que ce qu'on a remarqué grâce aux données de Verian dans le baromètre, c'est qu'en fait, le décollage de Gabriel Attal dans l'opinion se fait à partir du moment où il est à l'éducation nationale et où il prend ses positions sur la laïcité, c'est là où il se distingue. Contre l'abaya, et ça plaît à l'électorat de droite. Donc là, on va voir. Il est un peu sous surveillance, Gabriel Attal. D'accord. Louis, alors effectivement, ça peut avoir des conséquences pour le parti LR. Est-ce que, alors je ne sais pas si la seule personnalité de Rachida Dati, mais quand même, elle a une importance. Est-ce que ça peut faire en sorte qu'effectivement, ça vienne renforcer la majorité présidentielle avec des députés qui viennent de la droite LR et que ça affaiblisse du coup le groupe de M. Marlex? Alors je n'y crois pas, ou alors à la marge, parce que je pense que les LR... Les députés LR, en tout cas, qui devaient passer chez Macron, je pense que c'est déjà fait. Ouais. Maintenant, il y a plus grand monde à prendre. Alors, il y a dans le groupe LR, qui compte une 60aine de membres, il y en a encore quelques-uns qui se verraient bien, si on leur donne des postes, si on venait vers eux,
participer à l'aventure macroniste, mais ça fait depuis 2017 qu'Emmanuel Macron braque la banque LR en allant chercher maintenant dans tous les coins pour aller soit achever les survivants, soit surtout leur dire « venez avec moi, c'est là que ça se passe ». Donc ça met LR évidemment dans une situation délicate, mais ça fait aussi qu'il est allé un peu au bout du processus. C'est vrai que Rachida Dati, et c'est pour ça qu'il y a eu un effet de surprise, ça restait une des grandes figures à prendre, surtout quand on se souvient de ses critiques contre le macronisme qui sont ressorties immédiatement après sa nomination. Et quand on regarde la semaine dernière, en fait, ce qu'il faut voir, il y a deux surprises. C'est Gabriel Attal, Premier ministre, parce que franchement, son nom n'était pas dans les favoris, ne serait-ce que quelques jours, quelques heures avant. En raison de son jeune âge, notamment. Oui, et puis le fait que Emmanuel Macron, pour la première fois, choisisse quelqu'un de connu, de politique, là où il avait choisi des premiers ministres au profit de collaborateurs ou de directeurs de cabinet, inconnus des Français, qui ne pouvaient pas lui faire de l'ombre. Or là, on voit que Gabriel Attal, pur produit du macronisme, peut faire de l'ombre et va peut-être en faire, dans une certaine mesure, à son mentor. Et puis l'autre surprise, quelques jours plus tard, c'est Rachida Dati. Et en fait, ça vient masquer l'assez grande stabilité, finalement, des équilibres de ce gouvernement. Les poids lourds sont toujours là, Bruno Le Maire au même poste, Gérald Darmanin au même poste, Éric Dupond-Moretti au même poste. Les grands périmètres restent les mêmes, même si on a évacué quelques ministres, comme celui de la fonction publique, par exemple, pour donner l'impression, cette image de gouvernement resserré. Mais en fait, les grands postes avec les mêmes titulaires sont toujours là. Mais ce qui est venu masquer cette stabilité, c'est évidemment la nomination de Gabriel Attal et puis la surprise du chef, Rachida Dati, qui évidemment crée un effet dans l'opinion publique parce que les gens la connaissent et qui crée une déflagration chez LR parce que Dati, c'est quelqu'un chez les Républicains. Éric Ciotti a été furieux. C'est la star des Républicains. C'est la star des Républicains. Et puis même chez LR, elle n'était pas du tout à la marge, elle était courtisée. Éric Ciotti lui a proposé la tête de liste des Européennes. Elle a refusé. Ah oui. Donc elle était présidente du Conseil national. Et il lui a donné des titres au niveau des instances internes. Ouais. Donc c'est quand même un énorme choc supplémentaire à absorber. Expulsé là, sortie des LR. Et exclusion immédiate prononcée par le chef instantanément. Bon, je pense que ça, l'opinion publique s'en fiche un peu de qui est dans tel ou tel parti. Surtout que Rachida Dati avait donné... son discours était assez autonomisé par rapport aux Républicains. Elle ne lisait pas les fiches de la ligne du parti. C'est pas le genre, c'est pas son genre à elle. Non. Et comme son objectif était et reste la mairie de Paris, elle tient un discours qui est plus en adéquation avec l'électorat qu'elle vise, très parisien, pour déloger Anne Hidalgo en 2026. Ça reste son premier objectif politique quand même. Alors Paul, on sait que le Premier ministre veut s'adresser aux classes moyennes, en faisant ainsi... On voit bien qu'il veut chasser sur les terres, c'est normal, du Rassemblement national, qui sont pour beaucoup des classes moyennes, sont attirés quand même par le vote du Rassemblement national. Il a rendu un hommage très appuyé à Jean Castex, qui est aussi un peu ce côté homme du terroir, un peu l'antithèse d'ailleurs de Attal. Et d'une certaine façon, Rachida Dati, c'est une arme anti-FN aussi, anti-RN, non ? Il y a... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au RN, ils ont compris la menace. Ouais. Ils ont vu Attal, la nomination Attal comme une menace, d'où la double interview qui a été donnée ce week-end au JDD. Est-ce que Attal est capable d'aller désorganiser la force électorale de Marine Le Pen, qu'elle construit patiemment en vue de 2027. Là, on voit bien que, en fait, quand on regarde précisément les sondages pour les européennes, elle commence à toucher des classes sociales qu'elle ne touchait pas avant, comme les retraités, les seniors, les gens plus aisés. Elle est en train de lisser un peu son socle électoral. Et peut-être que c'est aussi l'idée d'Emmanuel Macron d'instaurer un gouvernement qui fera une campagne électorale en vue des européennes et d'avoir Attal à Matignon pour ça. Est-ce qu'il y arrivera? C'est la grande question. Ils ont observé au RN les 5 mois de Gabriel Attal à l'Éducation nationale et ils ont été assez perturbés parce que, oui, parce que Attal, il a bondi dans les sondages en reprenant un petit peu parfois des positions qu'ils estiment être des positions du RN, mais qui étaient un peu des positions aussi que les Français voulaient, c'est-à-dire d'être plus dur sur la fermeté, sur la laïcité, sur la baya, sur le résultat scolaire, sur l'autorité à l'école. C'est ce que veulent les Français aussi. Et donc, Gabriel Attal, quand il arrive, il déroule le bulldozer, il propose tout ça, il veut mettre en action tout ça, donc il n'a pas le temps de le faire, finalement, parce qu'il passe à Matignon, il est nommé. Mais au RN, ils ont été assez désarçonnés, parce que voilà un ministre qui leur parle gentiment, qui leur dit « Je pense que sur certaines propositions, vous avez peut-être raison et qu'il faut écouter les Français », qui reprend quelques propositions du Rassemblement national et qui bondit dans les sondages. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un boulevard pour le Gabriel Attal d'aller, en tout cas, mettre un coin dans les classes moyennes
et les actifs qui votent en majorité Marine Le Pen aujourd'hui, et d'aller les raccrocher au macronisme. Alors, on va écouter, vous allez voir, Raphaël Glucksmann, qui lui pense effectivement que c'est un gouvernement de droite. Vous allez voir, il n'y a pas tellement de doute là-dessus pour lui. Les macronistes passent leur temps à parler de dépassement. Eh bien là, on a le dépassement du macronisme dans le sarkozysme. Et cette liste de ministres, c'est un signal extrêmement clair qui est envoyé. Enfin, c'est ce gouvernement est de droite et de droite. Et donc il reste quelques personnalités de gauche quand même. La politique à tous les ministères régaliens, ce sont des gens de LR en réalité qui sont au pouvoir et aux manettes. J'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement de droite. Moi, je le dis encore une fois, et vous l'avez très justement dit devant votre introduction, nous sommes unis et soudés derrière un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Je pense que ce qui nous a unis depuis le début et qui continue à rallier des personnalités engagées, des acteurs politiques, c'est cette volonté d'agir de façon pragmatique dans un pays qui évolue extrêmement vite au regard du contexte qui est le nôtre. Alors quand Raphaël Glucksmann dit c'est un gouvernement et de droite, il fait référence à François Mitterrand, à qui on demandait la définition du centre, et il disait le centre c'est et de droite. Laure Salvin, est-ce que on a l'impression aussi que c'est un peu l'opération de la dernière chance pour Emmanuel Macron? Je me trompe ou pas? De frapper l'opinion. Il ne peut plus se représenter en 2027, ça on l'a répété, on le sait, mais quand même il doit laisser une trace et puis la France en bon ordre, et puis ne pas céder le pouvoir à Marine Le Pen. C'était sa promesse. Ce qui est certain, effectivement, c'est que là il a vraiment voulu un peu changer de cap. Je pense qu'on en saura certainement davantage aussi demain, mais là en nommant un Premier ministre effectivement qui n'est pas un gestionnaire, qui n'est pas un technicien, alors que précédemment c'est plutôt ce qu'il avait l'habitude de faire. En prenant des ministres aussi stars, parce qu'on parlait de Rachida Dati, c'est une ministre très populaire auprès des électeurs de droite, mais c'est aussi une ministre très populaire, je dirais, au-delà. Oui, c'est ce que, notamment quand on va, ça m'est arrivé d'aller en banlieue avec elle, c'est que vous allez en banlieue, en province, dans des petites villes, etc., elle attire la lumière. Elle attire la lumière. Elle laisse pas, en tout cas, indifférent. Elle peut être détestée ou adorée. Elle a un petit côté quand même assez fascinant d'ailleurs, de femme politique courageuse, etc. Donc effectivement, on a le sentiment qu'il souhaite montrer autre chose et qu'il met plutôt en place un gouvernement, je dirais presque guerrier. Vous voyez, il veut aller à la confrontation électorale. On a une grosse échéance là, et c'est une grosse échéance pour lui notamment, les élections européennes de cette année. C'est vrai que pour le moment encore en France, on n'en parle pas trop. Les Français ne sont pas très intéressés encore par ces élections, mais pour lui, ce sont des élections capitales, et notamment peut-être pour l'après aussi. Il faut qu'il arrive à montrer qu'il est capable de faire quelque chose pendant ces élections européennes. Donc c'est effectivement, alors je dirais pas que c'est la dernière chance, parce qu'il reste encore un petit peu de temps dans son mandat, mais en tout cas, il a voulu effectivement marquer une différence qui ne se voit pas encore dans l'opinion, je dirais quand même, parce que quand vous demandez aux Français est-ce que ce nouveau gouvernement va signer un renouvellement, en tout cas dans la politique et dans la façon de faire de la politique, pour le moment, les Français n'y croient pas vraiment. Ils sont plutôt assez blasés. Ils ont plutôt le sentiment que ça va être, en fait, finalement, comme précédemment avec Emmanuel Macron, qui surtout prend des décisions et les ministres et premiers ministres suivent et appliquent. Donc on est plutôt là-dedans. Mais effectivement, malgré tout, il donne des signes, Emmanuel Macron, d'un changement peut-être de méthode aussi, et peut-être que Gabriel Attal va être beaucoup plus en avant que l'ont été les précédents premiers ministres de Macron. On peut le croire, ça, Karl? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit à l'Élysée. Ah oui. Et quand on regarde quand même ce qui s'est passé... On revient à un fonctionnement gaulien, alors, avec un premier ministre. Alors le duo qui est pris en exemple, c'est De Gaulle-Pompidou. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est... Quand on nous dit ça à l'Élysée, je pense sous le contrôle de Louis, nous, les interlocuteurs, on est assez dubitatifs, parce que le fonctionnement d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'était pas ça. Tout le contraire. C'était tout le contraire. C'était Sarkozy ou Macron et en gros les collaborateurs. Là, De Gaulle-Pompidou, ça veut dire qu'il va laisser une marge de manœuvre assez grande à son Premier ministre. Et on est même dans l'idée d'une transmission. Et c'est en ça, finalement, que ce qui s'est passé la semaine dernière est une vraie rupture. Mais à tous les points de vue. Rupture générationnelle, on l'a dit, d'accord. Mais rupture d'Emmanuel Macron avec ses alliés.
En 2022, à l'issue de la séquence électorale, Emmanuel Macron veut nommer Catherine Vautrin à Matignon. Qui vient de la droite aussi. Qui vient de la droite, c'est quasiment fait. Elle a téléphoné à Jean Castex, tout est prêt, mais voilà, c'est sans compter Richard Ferrand et François Bayrou qui prennent leur téléphone, qui disent tu peux pas nommer quelqu'un qui était anti-mariage pour tous, qui a des positions, c'est la droite Sarkozy. Et Emmanuel Macron fait machine arrière et prend le plan B, Elisabeth Borne. Cette fois-ci, il se passe à peu près la même chose, toute proportion gardée. On sait que Richard Ferrand et François Bayrou avaient d'autres noms en tête, Julien Normandie, Sébastien Lecornu, et quand ils voient arriver le nom de Gabriel Attal, ils refont la même chose, ils se disent ça a marché une première fois, ça devrait marcher une deuxième fois, on va dire Emmanuel Macron, tu peux pas faire ça, et il va nous suivre. Non, là non seulement il n'a pas suivi, mais il les a pas écoutés, puisque derrière, en plus, il nomme un gouvernement où François Bayrou ne retrouve pas les petits. Deuxième rupture, qui est assez intéressante. Et la troisième rupture, c'est par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'on avait un Emmanuel Macron qui voulait s'occuper de tout, qui considérait que le Premier ministre était un collaborateur. Là, semble prêt, je dis bien semble prêt, parce qu'il va falloir voir dans les faits, à être en retrait par rapport à Gabriel Attal, ou tout au moins dans un rôle qui sera différent. Et donc, c'est en ça qu'il y a effectivement une rupture. Néanmoins, il va prendre la parole avant le discours de politique générale. C'est pour ça qu'on n'a pas encore à De Gaulle-Pompidou, même si c'est effectivement ce qu'on essaye de nous vendre, avec cette conception très gaullienne. Alors, on nous dit aussi que la conférence de presse de demain soir est aussi une réactivation de l'imaginaire gaullien, c'était un des exercices favoris du général de Gaulle, que de convoquer la presse pour de longues conférences de presse où il faisait tout son numéro, et on se souvient de célèbres tirades. Mais quand même, le fait déjà d'imposer, de lui-même composer la plupart du gouvernement, parce que tous les grands choix de ce gouvernement sont ceux d'Emmanuel Macron. La patte Gabriel Attal, c'est Aurore Berger qui finalement est sauvée en tant que ministre délégué, c'est Marie Lebec, relations avec le Parlement, c'est Prisca Thévenot, porte-parole. Enfin, voilà, c'est des gens que le grand public ne connaît pas. Et le choix, par exemple, de maintenir Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, c'est Emmanuel Macron lui-même. Et effectivement, le discours de politique générale de Gabriel Attal est attendu la semaine prochaine. Mais en fait, Emmanuel Macron fait une conférence de presse à l'horaire du prime time des télévisions. Donc, ça veut bien dire qu'il continue à être dans la logique où celui qu'on doit écouter, c'est d'abord lui. Et c'est lui qui donne le cap. Est-ce que ce gouvernement, parce qu'il fait appel donc à un Premier ministre très politique, beaucoup plus que les précédents, à des professionnels de la politique, quelque part, Catherine Vautrin, Rachida Dati, même Stéphane Séjourné, qui est président du parti présidentiel et qui est toujours dans les arrangements politiciens. Qui devient ministre des Affaires étrangères. Voilà, on n'est plus dans le gouvernement des techniciens. La société civile, c'est fini, là on n'en entend plus du tout parler. Alors est-ce que c'est pour faire la campagne des européennes? Ça, c'est ce que disent beaucoup dans la majorité en disant que c'est un gouvernement de combat pour les européennes, quitte d'ailleurs à le changer à nouveau après les élections européennes ou après les Jeux Olympiques, quand on sera rentré dans une nouvelle phase. Voilà, c'est possible. Après, il va falloir vendre aussi, il va falloir expliquer le fait que ce gouvernement est donc plus là pour faire campagne et pour marquer l'opinion et les médias que pour faire avancer des dossiers, pour faire avancer des réformes. Emmanuel Macron va sans doute le clarifier, peut-être demain, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de textes législatifs dans les tuyaux parlementaires. La réforme des retraites, ça a été fait. La loi immigration, ça a été fait dans la douleur, mais ça a quand même été fait au mois de décembre. En fait, les réformes promises par Emmanuel Macron sont plutôt engagées. Maintenant, l'enjeu, c'est les résultats, c'est l'effet que ça produit ou pas aux yeux des Français. Et c'est aussi ce qui est voulu à travers ce gouvernement. En fait, c'est peut-être même moins d'agir que de marquer, d'expliquer, de cranter le terrain face aux adversaires. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où Emmanuel Macron avait dit à sa majorité « Soyez fiers d'être des amateurs ». C'était son premier quinquennat. Bon, là, il s'est aperçu que les professionnels, c'était pas mal aussi, finalement, pour faire de la politique. Alors, justement, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit dire demain. Parce que ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui va... normalement, la conférence de presse va durer quelques 2 heures, je crois, à 1 heure de grande écoute. Il y a la chevauchée des 7 mercenaires sur une autre chaîne demain, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que, à votre avis, il doit dire? Emmanuel Macron, il nous avait donné rendez-vous. Il avait donné un rendez-vous. Oui, rendez-vous avec la nation. Alors ça se transforme en rendez-vous avec les journalistes. Mais bon, à la télé, devant plusieurs millions de Français. Il avait aussi des mots attachés à ce rendez-vous-là. Réarmement civique. C'est ça. Nation. Oui. Parce qu'on rendez-vous avec la nation. Donc il y avait toute une idée derrière. Alors après, moi je ne suis pas l'exécutif comme Louis, mais il y avait toute une idée derrière, en tout cas, d'avoir une parole présidentielle sur des thèmes particuliers de la société, d'attente des Français sur la société, sûrement à l'école, sûrement sur la sécurité, et peut-être une
continuité par rapport aussi à la loi immigration, qui a quand même cranté dans un électorat, qui a marqué en tout cas son quinquennat. Dont la page n'est pas tout à fait tournée d'ailleurs. La page n'est pas tout à fait tournée, on attend des décisions du Conseil constitutionnel qui vont peut-être rebattre les cartes, donc il va peut-être avoir d'autres allers-retours législatifs là-dessus. Donc en tout cas il donnait cette idée-là que l'année 2024, en vue des européennes et même pour le second quinquennat, allait être marquée avec une certaine saveur. En tout cas, il y va y avoir une certaine saveur présidentielle. Aujourd'hui, on est peut-être un peu perturbé parce qu'avec un remaniement d'ampleur, un nouveau Premier ministre, une nouvelle impulsion politique, peut-être un gouvernement très très politique, peut-être le plus politique qu'Emmanuel Macron n'ait jamais eu, qui peut-être lui correspond peut-être le mieux d'ailleurs au final, parce qu'il n'y a vraiment que des proches, en tout cas, Gabriel Attal est un très proche. Voilà, donc il va devoir expliquer quand même aussi plein de choses. Qu'est-ce qu'il donne comme objectif pour les européennes, par exemple, aussi, à la liste Renaissance. Laure, 2 questions. Est-ce que c'est une intervention qui est très attendue par les Français ? Et le choix de cette conférence de presse à cette heure-là, sous cette forme-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a quand même une ambiguïté. Est-ce que c'est vraiment le grand rendez-vous qu'il avait donné aux Français ? Nul ne le sait, en fait. Parce qu'on se dit, est-ce que le grand rendez-vous avec la nation, est-ce qu'il n'a pas été scandé en plusieurs... Si, c'est le coup d'envoi de ce rendez-vous, et ça, c'est ce qu'on dit à l'Élysée maintenant. D'accord, ok, parce que je ne suis pas sûre que les Français le décodent comme ça. Pour le moment, c'est... Ils ont oublié le grand rendez-vous. Non, ils s'attendent à autre chose, parce qu'un grand rendez-vous avec les Français, c'est pas effectivement une conférence de presse... avec des journalistes pendant 2 heures, on a l'habitude effectivement de ça. Donc déjà, je ne suis pas sûre et certaine que ce soit identifié comme ça, mais peut-être que d'ici demain, ça sera clarifié. D'accord. Voilà. Est-ce qu'ils l'attendent ? Il vient quand même déjà de parler, il a fait ses vœux il n'y a pas très longtemps, le président, donc à part si c'est vraiment pour dire quelque chose de différent, sinon je pense que les Français n'attendent absolument rien. Ce qu'ils attendent les Français aujourd'hui, c'est de clarifier peut-être le sens donné à ce nouveau gouvernement et la nouvelle impulsion, s'il y a une nouvelle impulsion. Oui. Je crois qu'on a encore aujourd'hui un déficit de sens donné à ce qu'on fait et ce que font les hommes politiques et les femmes politiques quand ils font un certain nombre de choses. Édouard Philippe l'a remarqué la semaine dernière en disant c'est bizarre, il me semblait qu'on changeait de Premier ministre uniquement quand on changeait de cap ou de politique. Là, je ne vois ni changement de cap ni changement de politique. Bon, c'est vrai que pour le moment, on a beaucoup commenté la jeunesse du Premier ministre, la proximité, le côté courageux, volontaire, etc. Mais on ne sait pas vraiment quelle est sa feuille de route, en fait. Et je pense que s'il y a quelque chose qu'on attend demain, en tout cas que les Français attendent demain, c'est clarifier justement pourquoi on clôt cette séquence, entre guillemets, de techniciens, bornes, etc. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec un gouvernement aussi politique et plus resserré aussi. Alors écoutez, Sébastien Chenu, lui, il a une idée très précise. Il n'attend rien. Écoutez, moi, ce que j'attends, parce que je ne vais pas commenter des exercices de communication, ce que j'attends, comme je pense une grande partie de la population française, c'est que le président de la République s'attaque enfin aux problématiques qui frappent aujourd'hui les Français et à leur première priorité. Et la première de ces priorités, aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des prix. Donc voilà ce que j'attends, que le président de la République nous fasse enfin des annonces concrètes, qu'on sorte de toute cette séquence de communication et qu'on nous dise maintenant qu'est-ce qui va être fait pour que les Français, leur vie soit moins difficile. Le président de la République nous a déjà habitués à ces formats, parce qu'on nous dit c'est une conférence de presse XXL, assez superlatif, qui à la fin ne débouche sur rien. Moi, je me souviens, et je garde un mauvais souvenir, des débats des Gilets jaunes. On nous disait c'est des heures de débat, il a parlé de tout, et à la fin, que reste-t-il de tout cela ? Rien. Donc non, nous n'attendons rien, mais je crois que les Français n'attendent pas grand-chose du président de la République. Alors Louis, vous qui êtes dans les petits papiers, de quoi on va parler demain, à votre avis ? On va parler, en fait, comme c'est effectivement le début du fameux rendez-vous avec la nation, mais qui effectivement commence surtout par les journalistes avant de commencer avec la nation, comme l'a dit Paul, il veut parler de l'école, ça c'est une certitude. Alors est-ce qu'il met vraiment l'accent dès demain là-dessus, ou est-ce qu'il y a d'autres séquences, comme on dit dans le jargon des communicants, ensuite, ça je ne sais pas encore le découpage, mais en tout cas il a envie pour sa rentrée de placer l'école au cœur de ses priorités et sous le prisme de l'autorité. Et ça rejoint des arbitrages qui sont dans les tuyaux depuis longtemps.
sur 2 points majeurs. Déjà, l'uniforme. Alors, on sait qu'une expérimentation de l'uniforme à l'école commence avec les collectivités qui sont volontaires. On le sait, c'est juste que ça n'a pas été formalisé, personne ne l'a annoncé. Gabriel Attal n'a pas pu l'annoncer quand il était ministre de l'Éducation, et il était question qu'Emmanuel Macron l'annonce lui-même pour donner un caractère présidentiel à cette annonce qui, encore une fois, n'est pas l'arrivée de l'uniforme partout à l'école, mais des expérimentations au cas par cas dans certains établissements. Et puis, il y a le fameux SNU, le Service National Universel. Alors ça, c'est pareil, ça traîne depuis des années, parce que ça s'appelle universel, mais en fait, c'est pas du tout universel. Ça concerne que quelques milliers de jeunes chaque année à ce stade. Donc là aussi, on est dans le registre de l'expérimentation. Et Emmanuel Macron, depuis des années, doit rendre un arbitrage pour dire s'il le généralise. Est-ce que ça devient vraiment universel? Est-ce que c'est le retour d'un service national comme l'était le service militaire, pour toute une classe d'âge, toute une génération. Voilà, ça c'était des discussions qui étaient présentes en amont, qui tournent depuis longtemps quand il s'agit du sujet de l'école, de la jeunesse, de l'autorité, de l'éducation civique et morale, et qui pourraient trouver leur place dans ce rendez-vous avec la nation. Après, c'est une conférence de presse, donc les journalistes posent des questions, là on aura le droit, donc il va nécessairement aborder tous les sujets, en tout cas tous les sujets qui lui seront soumis, tous les sujets d'actualité. Et l'autre sujet sur lequel il veut aller assez fort en ce début d'année, c'est l'économie, c'est poursuivre les réformes, c'est la simplification et faire une sorte de loi Macron 2 quelque part, c'est-à-dire conserver le même esprit de libéralisation et simplification de certains secteurs économiques. Ça aussi, c'était dans les idées qu'il avait en tête pour ce début d'année. Alors, pour parler un peu cuisine, racontez-nous comment ça se passe d'ailleurs, ce genre de conférence de presse. C'est pas le journaliste qui pose une question comme ça, il s'est d'abord inscrit sur un registre. Comment ça se passe ? La dernière fois, non, c'est moins organisé que ce qu'on peut penser, comme très souvent en politique d'ailleurs, quand on croit qu'il y a des grands complots organisés, en fait non, souvent, beaucoup de choses sont improvisées. Oui. Les souvenirs que j'ai des 2 dernières conférences de presse, parce qu'Emmanuel Macron n'en a pas fait tant que ça, en fait. Il a fait les Gilets jaunes en 2019, il en a fait une avant la présidence française de l'Union européenne, c'était avant la campagne de 2022, oui. Et puis en présentant son programme en 2022, mais là il était plus candidat que président, il avait fait aussi une conférence de presse. Non, il ne fallait pas spécialement s'inscrire, il fallait se battre un petit peu pour pouvoir poser une question. Alors évidemment, le poids du média joue, les personnalités des journalistes peuvent jouer, mais c'est surtout un peu comment dire, on essaye de demander la parole, on essaie de l'avoir, on essaie d'avoir le micro, et puis on l'a ou pas, quoi. C'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y a souvent plus de journalistes présents que de questions posées. Et pourtant, Emmanuel Macron, comme il aime bien parler déjà, et puis il aime bien un petit peu l'exercice de se confronter aux questions, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître qu'il aime bien un petit peu, en tout cas, se confronter à la contradiction pour pouvoir y répondre. Et c'est souvent des exercices à rallonge. Et donc demain, je crains le pire sur l'ordre de la fin de la conférence de presse. Mais on sera là jusqu'au bout, rassurez-vous. Karl, Louis disait l'école. Alors, il y a une des particularités qu'on a d'ailleurs soulignées quand on a vu M. Attal à l'œuvre, c'est que l'école, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par la loi, là. Ah complètement. Quand on n'a pas de majorité majorité absolue. Oui. Ça, c'est quand même plus confortable. C'est plus confortable. Même si, quand on regarde dans le détail, sur la 50aine de textes de loi qui ont été discutés à l'Assemblée nationale, en dehors des retraites et des textes financiers, il n'y a pas eu de 49-3. Oui, c'est ça. Et des majorités différentes. Donc, il y a des voies de passage. Elles sont peut-être un peu plus compliquées cette année, mais il y aura des voies de passage. Mais c'est sûr que l'école, le gros avantage, c'est que vous prenez des décisions tout de suite. Je prends une circulaire pour dire que j'interdis la baya. L'uniforme, je fais de l'expérimentation. Et vous voyez, sur cette idée d'école, on est encore là dans la transmission. Un conseiller du président essayait de lui vendre en décembre l'idée qu'il soit le président des générations futures. Comme il ne peut pas se représenter, qu'au fond, il y ait cette passation de flambeau. Ça tombe bien, on est à l'année des Jeux Olympiques et bientôt il va y avoir le flambeau qui va passer. Et que donc, en fait, il s'adresse à la jeunesse. Et on sait d'ailleurs que Emmanuel Macron est plus fort dans les catégories de retraités, là je parle sous le contrôle de l'or, que chez les jeunes qui avaient donné Ils sont plutôt chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen en grande majorité. Et donc il faut quand même il a, semble-t-il, accepté de prendre ce passage de flambeau et de faire cette transmission. Donc il y a 2 thèmes là, je ne sais pas s'il l'abordera demain, mais il y a l'éducation et puis il y a la transition écologique aussi, sur lesquels il a toujours beaucoup de mal à cranter les choses.
ils ont fait des choses, ils ont passé des lois, ils ont fermé en Guyane, des choses comme ça, mais l'opinion ne le crédite toujours pas d'être un président écolo. Puis, mais il y a quand même juste... Il y a aussi le pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure, mais s'il ne dit absolument rien sur le pouvoir d'achat, ça va être compliqué. J'allais en parler, oui, le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, le problème, c'est que les caisses sont vides. Ouais. Il n'y a plus beaucoup d'argent, il y a la politique du chèque quand même, qui arrive un peu au bout de sa logique, puisque tout le monde en bénéficie pas, et c'est un peu compliqué à avoir parfois, et c'est un peu confus pour les gens. De toute façon, les gens ils regardent plusieurs choses, ils regardent le prix de leur panier, quand ils font leurs courses, le prix de la viande et le prix de l'essence. Et aujourd'hui, on est toujours dans le rouge. C'est là-dessus que martèle beaucoup le Rassemblement national. C'est sa campagne, et ça sera, je pense, sa campagne pour les 3 prochaines années jusqu'à la présidentielle. Marine Le Pen, elle a trouvé son filon d'or, qui est de parler du pouvoir d'achat. Elle avait commencé 2021 en disant « je vais renationaliser les autoroutes et vendre l'audiovisuel public ». Je pense qu'en 2027, elle refera les mêmes propositions, parce que là, ils ont le filon. Ils ont trouvé le filon. Elle-même a été élue sur une terre du Nord, dans le Pas-de-Calais. Donc elle-même a été confrontée à ce discours-là auprès de ses électeurs. Et aujourd'hui, elle a réussi à imposer cette ligne-là au sein de son parti, qui est devenue incontestable. Et donc elle va tenter de labourer ce terrain-là en disant que c'est la faute de l'Europe. Si les prix de l'électricité et du gaz sont aussi hauts, c'est la faute des accords de libre-échange, si les prix sont aussi forts dans l'alimentation. Pour l'immigration, s'il y a de l'immigration, ça fait baisser les salaires. Donc en fait, elle a toute cette rhétorique-là, toute cette politique-là et tout ce programme-là. Son seul problème aujourd'hui, c'est qu'elle a des mesurettes à l'instant T à présenter aux Français. Baisse de TVA, baisse de taxes à effet limité, et que si elle applique ces mesures-là, il y a encore moins d'argent dans la caisse. Laure Salvin, il va y avoir aussi une question très vraisemblablement demain. On va lui dire, parce que personne n'est dupe, Rachida Dati. Alors, pourquoi vous êtes allé chercher Rachida Dati? Est-ce que vous avez passé un accord pour le gain de la ville de Paris, éventuellement en 2026 ou est-ce que vous avez aussi dans la tête, justement, de donner un coup de pied dans la fourmilière du monde de la culture, de l'audiovisuel public, où on sait que les figures sont très souvent plutôt à gauche, d'ailleurs, hein. Oui, et je crois qu'effectivement, si Rachida Dati a été choisie, c'est en raison aussi pour sa ténacité aussi. C'est-à-dire que quand elle est sur un sujet, quand elle... Elle lâche pas l'os. Hein. Exactement, quand elle a un projet à mettre en œuvre, elle reste cramponnée jusqu'à ce qu'elle y arrive. Donc, alors effectivement, je ne sais pas si c'est ce qu'il va répondre ou pas. En tout cas, c'est ce que perçoivent les Français. Clairement, la ténacité, le courage, ce sont des qualificatifs qui sont très souvent accordés à Rachida Dati. Ce qui est intéressant aussi chez Rachida Dati, c'est que même si elle n'est plus sur la scène politique nationale de premier plan, je dirais depuis plusieurs années, malgré tout, elle reste dans l'opinion très très haut. Ça fait partie, vous voyez, des hommes et des femmes politiques. On a 2 pages dans le baromètre Figaro Magazine, une à droite, une à gauche. À gauche, c'est la page où les hommes et les femmes politiques sont le plus haut. Et effectivement, elle est dans cette page de gauche, quoi, vous voyez, quand on regarde. Donc, il y a aussi peut-être ça, peut-être que le président va dire aussi, mais moi, je voulais aussi des figures politiques qui me permettent peut-être d'avoir une adhésion de l'opinion beaucoup plus large que ce que j'avais à l'heure actuelle. Et puis aussi, ce qui est intéressant chez Rachida Dati, c'est sa clarté de discours. C'est-à-dire, quand elle parle, les Français comprennent ce qu'elle dit. Et effectivement, ce qui a été beaucoup reproché aux ministres, aux différents ministres d'Emmanuel Macron dans le temps, c'est cette technicité, c'est ce jargon un petit peu technique, voire technocrate. Or là, c'est limpide en fait. Quand elle parle, on comprend très clairement ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas beaucoup de non-dits. Et c'est peut-être aussi, malgré tout, une qualité qu'on attend aujourd'hui en politique. Gabriel Attal, c'est un peu la même chose. C'est très clair. Il a une façon très très claire de parler, sans tabou aussi. Et je pense que c'est quand il y a cette demande dans l'opinion de transparence, de dire les choses, etc., d'authenticité, on parle beaucoup d'authenticité en politique, c'est peut-être ça aussi qu'il est allé chercher. Et d'une certaine façon, on peut considérer que Mme Oudéa-Castéra aussi, non ? Oui, enfin, on n'a pas tous compris ce qu'elle voulait dire exactement. Ça, c'est plus du registre de l'exercice de com', vous voyez, c'est comment vous vous extirpez d'une polémique. Mais il y a, d'ailleurs, si on compare Rachida Dati et Amélie Oudéa-Castéra, il y a aussi ça, c'est-à-dire les origines sociales, le parcours, ça dit beaucoup aussi, c'est-à-dire que ça parle en faveur de Rachida Dati face à d'autres ministres, et on en a vu beaucoup sous Emmanuel Macron,
dont on percevait quand même plus ou moins vaguement qu'ils n'avaient pas trop d'idées de ce qu'était la France, des réalités du pays, de combien coûte le panier de courses quand on passe à la caisse, de combien ça coûte de faire un plein d'essence. Enfin, on avait le sentiment que ces ministres issus de la fameuse société civile, en fait, ils sont surtout issus de la société aisée, en tout cas de grands postes, parce qu'ils venaient du privé et pas des entreprises les plus pauvres de ce pays, qu'ils avaient des parcours, certes talentueux, mais qui en faisaient des gens qui n'étaient pas en prise avec la réalité des Français. Or, Rachida Dati, elle porte plus ça par son parcours, parce qu'elle a grandi dans une zone défavorisée à Chalon-sur-Saône, dans un quartier prioritaire à Chalon-sur-Saône, dans une famille très nombreuse, et que voilà, on connaît son fulgurant parcours de magistrate puis de politique. Et puis, c'est vrai aussi d'Emmanuel Attal, le fait qu'il, au ministère de l'Éducation nationale, et effectivement, vous le soulignez, c'est à ce moment-là qu'il a éclos véritablement dans l'opinion. C'est vrai que c'est cette manière de parler, ce franc-parler, en fait, de parler simplement et de parler un petit peu comme les gens. Et ça, je trouve que ça contraste avec même Emmanuel Macron. Je pense que quand Emmanuel Macron parle, dans beaucoup de ses prises de parole, en fait, on ne comprend pas tout ce qu'il veut dire. À mon avis, pour deux raisons. Il y a le en même temps, déjà, qui fait qu'il tourne souvent autour du pot, qu'il n'ose pas assumer des positions, qu'il dit quelque chose et puis le lendemain, il va dire son contraire. La dernière fois où il a parlé très cash, c'était sur l'affaire Depardieu. Bon, je ne sais pas exactement comment c'est reçu dans l'opinion, mais en tout cas, dans son camp, ça lui a occasionné pas mal de critiques. Mais sinon, sur beaucoup de sujets, il équilibre beaucoup de son discours. Et la deuxième raison, je crois que c'est une espèce de coquetterie intellectuelle qui lui fait prononcer des phrases un peu compliquées, des mots un petit peu compliqués. Donc on va voir ce qu'il fait de ça demain lors de sa conférence de presse, mais je le trouve moins audible, moins compréhensible, y compris pour nous, journalistes qui tentons au quotidien de décoder le discours politique, qu'un Gabriel Attal ou évidemment qu'une Rachida Dati. En général, quand elle parle, oui, c'est cash. C'est assez cash, oui. Donc demain, on va suivre la grammaire du président de la République, mot qu'il aime bien. Alors, troisième sujet que je voulais qu'on aborde ce soir ensemble, donc le président... Madame Le Pen, hier, dans le journal du dimanche, a accordé une interview avec Jordan Bardella. Et dans cette interview, elle dit, moi, si je deviens présidente de la République, mon Premier ministre, ça sera Jordan Bardella, jeune homme qui a 28 ans, qui prend la lumière ô combien, qui est très haut dans les sondages. C'est une première, ça, en France, de dire ça comme ça, aussi facilement. C'est vrai qu'on est habitué, effectivement... Qu'on va constituer un ticket. Oui, voilà, on est habitué au ticket anglo-saxon, mais c'est vrai que pas du tout... pas en France. Pas du tout en France. Et là, effectivement... On a l'impression qu'elle fait un peu le parallèle avec Macron-Attal. Et on voit d'ailleurs les cotes de confiance et d'avenir des deux, Bardella et Attal, sont à peu près similaires. C'est-à-dire que Jordan Bardella, ça fait pas très longtemps qu'on le teste dans le Figaro Magazine, et pourtant il a une ascension aussi. C'est la troisième personnalité politique aujourd'hui préférée des Français. Donc c'est... Plus que Madame Le Pen? Non, juste derrière Madame Le Pen. D'accord. Il a la prudence de rester derrière pour l'instant. Pour la politesse. Jusqu'à quand? Pour le moment, mais effectivement, c'est quelqu'un qui ces dernières années a pris énormément de poids en politique, et notamment sur deux dimensions que je trouve très intéressantes, qui sont assez complémentaires d'ailleurs avec Marine Le Pen. C'est un, sur la capacité à prendre des décisions. Les Français considèrent que c'est sa première qualité. Et la deuxième qualité, c'est capable de rassembler au-delà de son camp. Et je crois que c'est tout l'enjeu pour le Rassemblement national, évidemment. On suit des données sur l'image du Rassemblement national, vous savez, depuis de nombreuses années, parce que je ne vous ai pas précisé, mais Verian, c'est l'ancien Cantar, Arsène Sofrès. Oui. Voilà, donc il y a un petit historique quand même. Et donc, c'est la première fois en décembre là, qu'on a sorti la dernière vague de ce baromètre de l'image du Front National et du Rassemblement national. Et c'est la première fois, depuis les années 80, que le Rassemblement national est considéré comme un parti qui ne représente plus un danger pour la démocratie, et ce qui est un parti qui est considéré capable, que l'on considère comme capable de gouverner un jour en France, alors que jusqu'à présent, ce n'était absolument pas le cas. Donc il y a vraiment une évolution aussi, à la fois de l'opinion, mais également du rapport que l'on peut avoir au Rassemblement national aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Pourquoi annoncer ce ticket maintenant? À cause de, effectivement, Attal, je pense que, alors c'est une idée que le Figaro avait révélée en septembre, juste avant la rentrée politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Marine Le Pen, elle n'avait jamais répondu à cette question-là, ni en 2017. Enfin, en 2017, elle avait dit que ce serait Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'elle avait fait un accord politique avec lui, qui serait son Premier ministre, et en 2022, elle n'avait pas répondu, parce qu'elle n'en savait pas. Elle n'avait aucune idée. Et il y avait une problématique vis-à-vis de Gabriel Attal et de Marine Le Pen, c'est comment permettre aux Français d'imaginer ce que pourrait être un gouvernement
ou dominé par Marine Le Pen, avec Marine Le Pen à l'Élysée et un Premier ministre qui dirigerait un gouvernement du RN, eh bien, il fallait le dire très vite aux Français qui serait Premier ministre. Plusieurs de ses proches, en tout cas, poussaient Marine Le Pen à dire très vite, en cas de dissolution, faut que tu dises aux Français le plus rapidement possible qui serait le Premier ministre pour qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent avoir une image de à quoi pourrait ressembler le gouvernement. Et donc, elle a tranché, parce que Marine Le Pen, là où Jordan Bardella est parfois vu par les Français comme quelqu'un qui tranche vite, Marine Le Pen ne tranche pas très vite. Et là, elle a dit, OK, je vais dire que ce sera Jordan Bardella qui est de toutes les manières un peu son héritier politique, son poulain, parce que c'est elle qui l'a poussé dans l'arène, qui l'a fait grandir en le nommant tête de liste en 2019. Et là, elle estime qu'il est arrivé aux Européennes et qu'il est arrivé un peu à maturation pour son âge et qu'il faut le pousser sur une nouvelle dimension. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Dans la troupe. Non, dans la troupe, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est d'ailleurs un des problèmes auxquels se heurte Marine Le Pen à chaque élection présidentielle. Elle lui dit avec qui vous allez gouverner. Et c'est vrai que le cheptel n'est pas très grand. Ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que ils sont complémentaires. Marine Le Pen parle à une catégorie de Français. Souvent, on dit pour la catégorie caricaturée, elle est de gauche. Parce qu'elle est beaucoup sur, comme l'a dit Paul, le pouvoir d'achat. Elle parle à des catégories populaires qui l'écoutent. Jordan Bardella parle à d'autres gens. Plus identitaires. Plus identitaires. Éric Zemmour, à un moment dans la présidentielle, disait « Ouais, mais Jordan Bardella, il pourrait nous rejoindre ». Ça a été évidemment démenti, tout ça, mais on voit bien que sur cette idée, il parle à la droite, quoi, globalement. Et donc là, il y a un tandem qui peut être complémentaire, même si, sous la Ve République, la dernière fois qu'il y en a deux qui ont dit on fait un tandem comme ça, c'était de faire Mendes France. Bon, ça fait 5% dans les sondages. Ouais. Elle en est très loin, puisque, je reviens sur le baromètre Verian Figaro Magazine, il y a eu un événement quand même incroyable la semaine dernière. Alors, c'est passé sous silence parce qu'il y a eu le remaniement et que nos confrères observateurs avaient la tête ailleurs. Mais Marine Le Pen est en tête, ex-aequo avec Édouard Philippe, du baromètre Sofres Kantar Verian. Pour la première fois. Je crois qu'on ne mesure pas ce que ça signifie. Première personnalité politique. Première personnalité politique. Sur une question qui est très dure. Faites-vous confiance pour l'avenir à cette personnalité-là? Marine Le Pen, ça n'était évidemment jamais arrivé à Jean-Marie Le Pen, qui est toujours c'est la preuve que ça a beaucoup changé. Alors, d'habitude, en tête, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont une équation personnelle très large, Nicolas Hulot, Jacques Delors, Simone Veil, voilà, des gens où tout le monde se dit oui, on l'aime bien, consensuel. Ou des gens dont une partie de l'opinion se dit elle, lui, j'aimerais bien que ça soit le futur président de la République. C'est pour ça que, à certaines époques, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont été en tête. Donc là, Marine Le Pen, par définition, c'est pas la personnalité consensuelle. Donc c'est bien la deuxième raison, c'est-à-dire qu'il y a là beaucoup de plus en plus de Français, même si, il faut être honnête, c'est pas elle qui monte, c'est plus Édouard Philippe qui baisse, qui fait qu'elle atteint cette position d'ex-aequo. Ben voilà, c'est quand même assez important. Et elle se retrouve dans cette situation, voilà, où elle est en tête du baromètre, où une partie des Français, 3 ans avant l'échéance présidentielle, se disent « bah oui, on veut que ça soit elle ». Et tout ça est corrélé avec Jordan Bardella qui est 3e, les items qualitatifs finalement. Oui, ils peuvent élargir, oui, ils pourraient bien gouverner. On voit bien que là, il y a une construction d'une force d'opposition vers une force de majorité qui est en train de se mettre en route. Louis, à l'Élysée, c'est l'opposition, c'est celle-là qu'on regarde. Oui. Avant tout. Oui, parce que les européennes, comme celle de 2019, s'annoncent comme un match entre le camp Macron et le camp Le Pen, et qu'en fait, c'est autour de ce duo-là que tourne toute la vie politique nationale depuis 2017. 2017-2022, à chaque fois au second tour, on a le même match. Et aux européennes de 2019, comme pour l'instant aux européennes de 2024, on a également ce match-là. Et là-dedans, il n'y a pas pour l'instant de troisième force. Il n'y a pas On pourrait penser qu'après tout, la droitisation d'Emmanuel Macron, par exemple, offrirait un espace nouveau à la gauche, oui, ou que les Républicains pourraient proposer autre chose pour s'intercaler entre ce duel Macron-Le Pen. En fait, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a un duopole qui est quasiment monopolistique sur le marché politique. Après, il y a 2 éléments. Alors, du côté du camp Macron, c'est évidemment qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et qu'à ce titre-là, le choix de Gabriel Attal donne le premier signe qu'il ait jamais donné
d'une possible organisation de la succession. Et ce serait là aussi une première parce que je n'ai pas souvenir d'un président de la République qui est tenté de choisir son successeur et que ça soit bien organisé. Oui. De Gaulle-Pompidou, on peut en parler, mais c'était tellement tendu à la fin entre eux qu'on ne peut pas parler d'un successeur choisi, couronné en grande pompe. Là, il y a un petit peu de ça dans la nomination de Gabriel Attal de la part d'un président qui ne peut pas se représenter. Et du côté, l'élément côté Rassemblement National, alors là, c'est Carl et Yves qui vont me dire si je me trompe, mais je n'ai pas souvenir qu'un président, un Premier ministre soit arrivé au pouvoir en annonçant à l'avance, et autant à l'avance, quel serait le ticket, qui serait le Premier ministre. C'est souvent une carte que le président-candidat, enfin que le candidat à l'élection présidentielle se garde, notamment pour les élections législatives, parce qu'il va devoir composer avec une majorité dont il ne connaît pas encore l'ampleur et la composition, et qu'évidemment la carte du Premier ministre, elle est importante pour après l'élection, pas avant. Alors évidemment, quand Nicolas Sarkozy a fait campagne, on savait, on subodorait que François Fillon allait être son Premier ministre parce qu'il avait donné des signaux, mais ça n'a jamais été un couronnement officiel, et surtout, ça n'est pas intervenu 3 ans avant. Là, ça va donner en plus de la matière pour chroniquer une éventuelle rivalité entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, sachant que Jordan Bardella, effectivement, a cette force d'aller au-delà, dans les catégories auxquelles il parle, d'aller au-delà de Marine Le Pen, d'aller conquérir des publics qui bloquaient sur le nom de Marine Le Pen. Donc ça donne prise à la critique, même si pour l'instant, que je sache, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'approche de rivalité. Oui, précisément. Alors Paul, il n'y a pas de rivalité entre eux, mais est-ce que Jordan Bardella n'est pas jalousé par d'autres? Si. Alors, il y a plusieurs choses. Racontez-nous. Il y a plusieurs choses. Entre les deux, entre Marine Le Pen et Bardella, tout se passe très bien parce que le contrat est clair. Bardella, il sait d'où il vient, un peu comme Gabriel Attal, et Marine Le Pen, elle sait ce qu'elle veut faire, et elle sait qu'elle a besoin aussi d'un peu de Bardella, et elle a besoin de quelqu'un en qui elle peut faire confiance. Ensuite, il y a l'entourage de Jordan Bardella et l'entourage de Marine Le Pen, où là, les choses se passent un peu moins bien, parce que un des proches de Marine Le Pen m'a dit une chose très juste, et peut-être un peu misogyne, mais il m'a dit, c'est le syndrome de la secrétaire qui dit que mon patron est toujours le meilleur que celui de l'autre. Et donc, c'est la guerre des secrétaires entre les deux entourages. Parce que chaque entourage vérifie s'il n'y a pas un mot déplacé de l'autre. Ils se regardent un peu en chien de faïence, ils sont un peu suspicieux. Dès qu'il y a un off qui dit que Bardella se prépare pour une éventuelle campagne présidentielle, même 2032, certains imaginent que ça veut dire qu'il anticipe l'échec de Marine Le Pen en 2027, et donc c'est de l'anti-jeu. Voilà, donc il y a une méfiance, parce que c'est le front, ça reste quand même le Front National, même s'il s'appelle le Rassemblement National, et la caractéristique première de cette famille politique, c'est de se planter des couteaux dans le dos. On voit ce qui s'est passé entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen, entre Florian Philippot, Marine Le Pen et Marion Maréchal. Donc, en fait, c'est l'histoire de cette famille politique-là. Il y a des jalousies internes, parce que Bardella, mine de rien, un peu comme Gabriel Attal, en fait, il grille la priorité à toute une génération de cadres qui accompagnent Marine Le Pen, ont vécu des défaites depuis 12 ans, 10 ans, 12 ans, depuis qu'elle est arrivée à la tête du Front National. Je pense à Sébastien Chenu, qui est lui arrivé en 2014, mais qui est un très proche et qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un quarantenaire. Il y en a d'autres aussi. Louis Alliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, maire de Perpignan, qui lui est plus proche de l'âge de Marine Le Pen. Et donc voilà, Bardella, grâce à la volonté de Marine Le Pen, est en train de doubler toute cette génération de cadres, et lui, en tout cas, se prépare aussi à exercer le pouvoir. Soit à Matignon, et Marine Le Pen le dit souvent aussi, elle dit qu'elle est la candidate naturelle de son camp, tant que le contraire n'est pas prouvé, mais en off, elle explique aussi, on ne sait pas ce qui peut m'arriver d'ici 3 ans. Je peux avoir un accident grave de la vie, je peux avoir une condamnation en justice et une condamnation en éligibilité, avec l'affaire notamment des assistants parlementaires européens. On attend quand le procès commence en septembre-octobre 2024. 2024, ouais. Donc dans moins d'1 an. Elle, ce qu'elle regarde, c'est surtout ce qui va se passer pour François Bayrou, qui a à peu près le même procès, avec la même enquête qui a eu lieu, et là il attend le jugement. Donc on verra s'il y a elle estime qu'on verra s'il y a une clémence ou non des juges, comment en tout cas la justice va trancher ce cas-là. Elle fera, évidemment, si elle est condamnée, elle fera appel. Mais voilà, elle dit j'ai besoin d'avoir un homme de confiance déjà à Matignon. Les Français ont besoin de savoir à quoi pourrait ressembler un gouvernement du RN, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était inenvisageable. Et qu'en fait, on arrive dans une espèce de politique fiction qu'il faut auto-alimenter, et qui nous permettra d'accéder au pouvoir. Voilà, merci. Je crois qu'on a fait le tour de la question, en tous les cas, de quelques questions. 3 questions qui se posaient aujourd'hui. Demain, on va regarder avec attention le président de la République. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Je suis persuadé qu'on parlera évidemment des mêmes sujets,
avec peut-être un peu plus d'angle, d'attaque en fonction de ce que le président de la République nous aura dit demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous propose de nous retrouver